17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, on est ravis de... Bonsoir, oui, bonsoir. Tout à coup, je me disais, mais bonsoir, bonjour, bon après-midi, où en sommes-nous? Bonsoir, en tout cas, merci d'être avec nous pour ce lundi, 17h, 19h, les vraies voix avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile de Ménibus, bonsoir. Vous avez passé un bon week-end? Formidable, j'étais sans vous, c'était génial. Ah bah merci, au moins, il faudrait mettre à l'entrée de ce studio, bon accueil, bonsoir. Voilà. Non, c'était très bien. En tout cas, on vous remercie de nous appeler, de votre fidélité. 0826 300 300 si vous voulez bien entendu commenter cette émission aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Le leader de la France insoumise devrait se taire s'il veut rendre service au nouveau Front populaire, a affirmé l'ancien président ce week-end en répondant à ce à quoi Jean-Luc Mélenchon l'a fait huer en répondant qu'il ne comptait pas céder. J'ai l'intention de gouverner ce pays, avait-il lancé samedi. Alors parlons vrai, est-ce que le nouveau Front populaire, ce ne serait pas le mariage de la carpe et du lapin? Imaginez-vous un gouvernement qui irait de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon? À cette question, les partis du nouveau Front populaire peuvent-ils gouverner ensemble? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Nicolas Corato sera avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Jordan Bardella présentait le programme du Rassemblement national en vue des législatives aujourd'hui. Big Bang de l'autorité à l'école avec un uniforme, vouvoiement obligatoire et interdiction des portables. Collège modulaire à la place d'un collège unique. Le Rassemblement national entend aussi supprimer le droit du sol et interdire certains emplois sensibles aux binationaux. Alors parlons vrai, est-ce que ce programme vous paraît réaliste? Est-ce que pour vous c'est un programme de droite ou d'extrême droite? Êtes-vous convaincu par les propositions de Jordan Bardella pour le Rassemblement national? Vous dites oui sur Twitter à 63%. Vous voulez réagir encore et toujours? La charmante Aude au 0826 300 300. Et notre invité Luc Robin sera avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre des recherches politiques de Sciences Po. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Dans nos vraies voix aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Merci d'avoir fait un dévire. Oui, depuis le temps. Je vois face à moi quelqu'un que je voulais rencontrer depuis longtemps. D'abord Elisabeth Lévy qui est avec nous. D'accueillir, directrice de la rédaction. Oserais-je dire pour faire monter le suspense pour nos auditeurs que ça va être un bal de chipie? Non. Et qui est là? Qui peut être là? Elle s'appelle Marlène Schiappa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. De vous accueillir en tant que vraie voix, ancienne ministre, aujourd'hui associée à un cabinet de conseil en stratégie de communication de l'ONG Active et surtout auteur de ce livre, ça s'appelle Scandale. C'est sorti le 19 juin dernier aux éditions Fayard. Absolument, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors vous connaissez le principe, on dit n'importe quoi pendant 2 heures. Non, je plaisante. Mais non. Il y a un moment où tous les coups sont permis. Non, Philippe Bilger, oui. Il y a un moment où tous les coups sont permis, c'est le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu entre 17h52 et 17h57 environ, n'est-ce pas Cécile? Là, il faut vous lâcher, absolument. Allez, on va au standard 0826 300 300 avec Romina qui est avec nous des Hautes-Pyrénées. Bonsoir Romina. Bonsoir Romina. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue Romina. De quoi parle-t-on? Il vient de la désertification des territoires ruraux. Eh ben vous bougez pas. En attendant, on écoute le répondeur, toujours au même numéro 0826 300 300. Oui, il y a un truc que je comprends pas là. Je vois pas l'étourdissement des animaux, ce que ça vient faire dans un débat politique. Quand on mange un homard, on ne se pose pas la question si on est de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche ou du centre. Quand un pêcheur il sort les poissons de l'eau, il se pose pas la question si le pêcheur il est de droite ou d'extrême droite. Je trouve que ça devient vraiment du grand n'importe quoi. On rapproche tout à la politique. Quoi. Les animaux, on les mange, ils souffrent forcément. Qu'on les tue avant, après, qu'on les étourdisse, qu'on les étourdisse pas, ils souffrent, ma foi. Quand vous sortez une poisson de l'eau, et même s'il n'est pas étourdi ou pas étourdi, il souffre. Enfin, je sais pas, moi. C'est du débat de... Je sais pas. Le coup de gueule d'Henri de Montauban, Philippe Bilger. Je crains que ce coup de gueule
approfondit chez moi le sentiment qu'on s'occupe trop des animaux aujourd'hui. Dieu sait que je ne méconnais pas leur souffrance, mais tout de même, par moments, j'ai l'impression que, comme on ne parvient pas à faire une politique des hommes correcte, on s'occupe de celle des animaux. Elisabeth, vous avez pour aller compris. dans le sens de Philippe, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est une forme de civilisation quand même de prendre en compte la souffrance animale. Mais là, si vous voulez, l'anthropomorphisme me semble être au contraire, c'est-à-dire l'idée qu'il faut traiter les animaux comme avoir les droits la charte des droits des animaux, etc., me paraît être délirante. Mais surtout, le débat sur l'abattage rituel, c'est un débat sur les libertés. C'est-à-dire jusqu'où moi je suis. Pourtant, je pense qu'il faut pouvoir restreindre les libertés. On a interdit la burqa, par exemple. Mais on ne peut pas empêcher des gens juste de pratiquer leur religion. Si vous voulez, là, ça devient... ce serait d'ailleurs ressenti et par des juifs qui ne mangent même pas cachère, forcément, et par des musulmans qui ne mangent pas forcément halal, vraiment comme une espèce d'attaque directe. Donc, d'ailleurs, cette proposition a été retirée, c'est très bien. Donc. Marlène Schiappa. Non, mais moi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, cher Philippe, sur la question des animaux. Vous savez que souvent, les maltraitances animales, elles sont liées aussi à des maltraitances intrafamiliales. Quelqu'un qui va maltraiter, être pervers avec son animal, le frapper à dessein, etc. Ça peut être souvent quelqu'un qui frappe aussi ses enfants ou sa compagne. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse avoir des signalements et qu'on puisse peut-être aussi les recouper pour protéger les enfants les plus faibles dans les familles. Et puis, je peux ajouter un mot, c'est trop tard. Non, on peut. Non, mais parce que là, il n'est pas tellement question d'une souffrance infligée de cette façon. Non, je parlais du numéro créé, là. Oui, voilà, numéro vous avez raison, mais quand on parle d'abattage, c'est comme effectivement, moi, je reconnais que... Non, mais je suis pas là-dessus. Voilà, non, mais c'était... non, mais moi, j'ai dénoncé le fait qu'on disait aux gens que faire un barbecue, c'est d'extrême droite, que ça va beaucoup trop loin, effectivement. On disait pas ça, on disait que c'était viriliste, comme si viril, c'était mal. Non, mais moi, c'est mal. C'est un sujet passionnant, Marlène, là. Mais je serai en opposition avec Elisabeth. Oui, bon, on le fera demain. Sur quoi? Allez, parce que là, on va y aller les amis. Qui n'aime pas le barbecue chez vous? Philippe fait partie de ces gens, vous savez. Et vous aimez pas, Elisabeth, les barbecues? J'adore les barbecues. Non, mais allez, les amis. Rousseau n'a pas dit des bêtises. Les amis, on y va, parce qu'on a peu de temps. Romina qui est avec nous, des Hautes-Pyrénées. Rebonsoir, Romina. Rebonsoir, et rien ne vaut les barbecues à la campagne. La désertification des territoires ruraux, selon vous? Oui, voilà, moi je trouve que cela fait trop longtemps qu'on délaisse la campagne au profit des grandes métropoles. On cherche les électeurs, alors là, nouveau discours pour les oublier. Gabriel Attal rappelait hier que le rêve français, c'était le pavillon avec jardin, et que pour le permettre, il prévoyait pour tout primo-accédant entre 35 et 45 ans de supprimer la part des frais de notaire qui est normalement réservée au département. Alors j'y entends là un beau coup de pouce pour la ruralité, là où les prix de l'immobilier sont encore accessibles. Mais jusque-là, qu'ont fait les gouvernements successifs sous M. Macron pour la campagne, si ce n'est inviter les habitants à voter RN? Quand on sait que 88% des communes sont rurales, qu'il faut parfois faire 150 km pour trouver une véritable offre culturelle, que nos gamins font aussi 150 km pour réaliser les études supérieures, tout ceci n'incite pas à rester ici. Et qu'est-ce qui fait vivre un territoire si ce n'est sa population? Alors, comment intéresser les promoteurs immobiliers à investir sur nos territoires? Pérenniser le développement économique pour la création des emplois, le maintien des familles, des écoles, les médecins reviendraient. Et voilà, aujourd'hui, les gens priorisent la qualité de vie, réfléchissent sur la mobilité, mettons enfin une vraie politique du logement en place. Romina, on a les politiques qu'on mérite, alors quand aurons-nous des élus à la hauteur des qualités de nos territoires? Romina, on a très peu de temps pour faire réagir Philippe Bilger à ce que dit Romina. J'approuve totalement ce qu'elle dit. Oui, comme ça c'est réglé. Marlène Schiappa, c'est vrai que ce que dit la ruralité, on a mis des milliards et des milliards et des milliards pour des banlieues et on nous a fermé les postes, les lignes de chemin de fer, les lignes de bus, tout, et donc maintenant on en a marre et on le dit. Non mais bien sûr, mais il y a un sujet extrêmement important sur la désertification, notamment sur la désertification médicale. Moi j'ai été élue en Sarthe. Je sais très bien que c'est une situation extraordinairement complexe. C'est pas la même chose quand vous avez pléthore d'offres pour vous soigner. Vous pouvez aller aux urgences, ou vous êtes dans un village qui a pas de maison médicale la nuit parce qu'elle est fermée, que le dernier gynéco est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Donc évidemment. Et quand il y en a, il n'y a pas de rendez-vous. Exactement. Mais moi, je suis pas d'accord en revanche pour dire que rien n'a été fait par les gouvernements successifs, notamment sur la question, par exemple, des agriculteurs, qui est extrêmement importante. Moi, j'ai monté quand j'étais au gouvernement avec le ministre de l'Agriculture un congé maternité pour les femmes agricultrices
agricultrices qui étaient obligées jusqu'à présent d'être avec leur bébé, de le ramener avec elles sur l'exploitation agricole. C'était extrêmement difficile. Après, bien sûr, la fermeture des services publics, elle est gravissime. Donc là, je rejoins Romina sur ce point-là. Et la ruralité, ce n'est pas que le monde agricole. Ah ouais, bien sûr, mais c'est aussi le monde agricole. Romina, Marlène, on n'a plus de temps, malheureusement. Mais on aura l'occasion Merci, de... Romina, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Infirmière libérale, on les adore. Dans un instant, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Et de quoi parle-t-on avec le procureur ? J'ai envie de parler du Monde, ce quotidien contestable, mais paraît-il irremplaçable. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300 avec nous ce soir. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Marlène Schiappa. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui ce lundi. Les vraies voix du jour avec notre ami Philippe Bilger qui est heureux. Il est heureux, Philippe Bilger. Il est en forme. Il est heureux, En général, j'essaye toujours de l'être ici. Absolument. Pour le reste, il y a la vie. Ah, bien sûr, il y a la vie. Elisabeth Lévy aussi, toujours très heureuse. Toujours en forme. Très bien. Marlène Schiappa, tout va bien. Absolument. Jusqu'ici, tout va bien. Comme dit le gars qui tombe du 25e étage. C'est ça. Philippe David, il est toujours content. Philippe David, c'est ça qui est agréable avec lui. Dans un instant. Surtout que le soleil est revenu. Hein. C'est vrai. Je pense que nos auditeurs sont absolument passionnés là. Bonsoir, beau temps pour la saison. Allez, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Dans un instant, de quoi parle-t-on ? Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. On va parler de Jordan Bardella qui promet un Big Bang d'autorité à l'école en présentant son programme. Du résultat des législatives, ça sera la faute de personne, plaide Emmanuel Macron en défendant sa dissolution. Et puis de Jean-Luc Mélenchon, il ne sera pas Premier ministre, affirme à l'instant la chef des écologistes, Marine Tondelier, qui dit vouloir un candidat consensuel à Matignon. En 3 mots, ça donne autorité, faute et consensus. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, est sur la différence entre information, opinion et excitation. Je vais essayer d'aller vite, Cécile, Philippe. J'ai lu avec beaucoup d'attention Le Monde, comme d'habitude, du 23 et 24 juin. Je l'ai trouvé dans un adorable petit village en Bretagne et j'ai été très surpris par ce quotidien qui permettait de faire une distinction entre information, opinion et excitation. Information, il y en avait dans le monde sur le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. L'opinion, il y en avait surabondamment. On avait bien sûr compris que la tonalité générale de ce quotidien n'était pas favorable au Rassemblement national et il avait tout à fait le droit de le dire. Ce qui m'a paru navrant et dangereux, une véritable hypocrisie démocratique, c'est le fait que tout le numéro était consacré en réalité à exciter le lecteur contre l'arrivée possible au pouvoir du Rassemblement national, à tel point que certaines tribunes venaient dire « il sera illégitime d'obéir au Rassemblement national s'il venait au pouvoir ». Ça me paraît presque relevé, pardon, j'exagère, d'une incitation à la guerre civile. Et je trouve qu'un journal qui se prétend incontestable et qui de fait est lu par tous ceux qui s'intéressent à la politique devrait avoir le sens de son devoir et de ses responsabilités. Elisabeth Lévy. Non mais Philippe, excusez-moi, ça fait vraiment longtemps que Le Monde ne mérite plus son titre de journal de référence. Il est devenu totalement woke, il fait la leçon, comme vous le dites, il passe son temps à faire la leçon au plouc, et ce qui est encore plus grave, c'est encore plus grave, oui, j'ai pas fait une mauvaise liaison, pardon. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il passe sur des pans entiers de la réalité. Par exemple, quand il y a un débat sur l'immigration, je vous mets au défi, si vous voulez, de trouver dans Le Monde des analyses qui seraient réalistes sur les problèmes qu'elle peut engendrer. Sur l'islam, le grand problème de la France, c'est l'islamophobie, évidemment, pas l'islam radical, etc. Non mais, franchement, ce journal, il y a 20 ans, moi je me rappelle comme mon ami Philippe Cohen avait fait avec Pierre Péan, le brûlot sur la face cachée du monde. La face cachée du monde. Le Monde se targuait à l'époque de faire peur. Vous savez, Jean-Marie Colombani disait le monde fait peur et c'est très bien. C'est fini et c'est très bien. Marlène Schiappa.
Moi, je suis favorable. Alors, Dieu sait si le monde m'a étrillé à de nombreuses reprises avec beaucoup d'injustices, mais je suis favorable à la pluralité de la presse. Moi, je trouve ça très bien qu'il existe CNews, Causeur, Le Monde, et que chacun puisse, en connaissance de cause et ligne éditoriale, se faire un avis et avoir une presse extrêmement variée. Moi, vous savez, tous les dimanches, j'achète absolument toute la presse. Et j'aime bien justement regarder le traitement éditorial différencié, comme le disait Elisabeth, de tel ou tel sujet. Ce qui est en une ou ce qui mérite un petit encadré en fonction des titres de presse. Je trouve ça très intéressant. Absolument. Merci beaucoup. Allez, et bravo pour l'achat de toute la presse. Les 3 infos des législatives, c'est vrai. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. 3 infos des législatives qui sont autorité, faute et consensus. Et nous sommes prêts à gouverner, assure Jordan Bardella en présentant son programme avec un Big Bang d'autorité à l'école. Uniforme, vouvoiement, portable interdit et fin du collège unique. Le résultat des législatives ne sera la faute de personne, déclare Emmanuel Macron. Ce sera la responsabilité des Français, selon le président. Il justifie de nouveau son choix de la dissolution. Et puis Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, assure à l'instant la chef des écologistes. Selon Marine Tondelier, le candidat à Matignon sera désigné par consensus des 4 partis membres du nouveau Front Populaire. Bon courage. Les vraies voix Sud Radio. Il a voulu répondre aux accusations de flou. Jordan Bardella a donc dégainé son programme en milieu de journée sur les retraites, priorité aux carrières longues. Un retour à 60 ans seulement pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Pour les autres, 62 ans et 42 annuités de cotisation. Du côté de l'école, le président du RN promet un Big Bang d'autorité. Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Nos écoles, je le crois, doivent devenir des zones de sobriété numérique. Les écrans ne sont pas les principaux pourvoyeurs de la violence, bien sûr, mais on ne peut pas minimiser leur impact dans les difficultés de concentration ou les comportements mimétiques. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire et les expérimentations des ports de l'uniforme sera poursuivies. Je suis, à titre personnel, favorable à son instauration à l'école primaire, mais aussi au collège. Jordan Bardella propose aussi un collège modulaire en lieu et place du collège unique. Par ailleurs, il dit vouloir réserver les postes les plus stratégiques de l'État aux citoyens français sans double nationalité. C'est-à-dire qu'il exclut les binationaux de ces postes jugés stratégiques. Le RN confirme aussi par ailleurs vouloir supprimer le droit du sol. Et de son côté, Emmanuel Macron estime que le résultat de ces législatives sera la faute de personne. La dissolution était le seul choix possible après la défaite aux Européennes, écrivait-il hier dans la lettre aux Français publiée par la presse quotidienne régionale. D'autant, selon le chef de l'État, que les oppositions comptaient renverser le gouvernement à l'automne. Dans le podcast Do It Yourself, auquel il vient d'accorder un nouvel entretien, Emmanuel Macron justifie de nouveau ce choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. La question, c'est qui gouverne. Et donc, pour gouverner le pays, au-delà de vos colères, elle s'est exprimée, je l'ai entendue. Je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, regardez les projets. Et donc, ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, c'est pas un pari, c'est une confiance. Emmanuel Macron avec Mathieu Stefanini de ce podcast Do It Yourself, un entretien qui doit être publié en intégralité ce soir. Philippe Bilger, ça n'a pas un petit côté Ponce Pilate ? Ah ben totalement. Je risque d'être trop long, mais ce qui me frappe, c'est assez typique d'un caractère qui, à chaque fois qu'il commet une mauvaise action, s'en débarrasse rapidement sur les autres. Mais je veux arrêter là, ma chère Cécile, sinon nous pourrions consacrer 2 heures à la psychologie. Je vois que Cécile me fait les gros yeux. Je tiens à faire remarquer que je viens de généreusement redonner mes 3 secondes de parole à Cécile. Merci, madame. Allez, on passe au rolling d'IFOP fiducial des élections législatives pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, avec la majorité présidentielle en baisse. Moins 1 demi-point à 20,5 pour les intentions de vote de la majorité présidentielle ensemble. À l'inverse, le RN premier progresse d'1 demi-point à 36% désormais. Idem, le nouveau Front Populaire en deuxième progresse à un cheveu désormais des 30%, 29,5% pour ce nouveau Front Populaire. Des pronostics à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling est mis à jour quotidiennement à 17h. Et puis on vient à cette mise au point de l'écologiste Marine Tondelier sur l'hypothèse de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le leader du nouveau Front Populaire et il ne sera pas Premier ministre, déclare à l'instant la patronne des écologistes auprès de l'agence France Presse. Selon Marine Tondelier, le candidat de la gauche à Matignon sera désigné par consensus des 4 gros partis membres de ce nouveau Front Populaire, la France Insoumise, mais aussi les écologistes, les socialistes, les communistes. Pendant ce temps, la justice est saisie des candidats
par les candidats dissidents, enfin au sujet des candidats dissidents qui utilisent ce logo Nouveau Front Populaire sans avoir été investis officiellement. C'est par exemple le tribunal de Bobigny aujourd'hui qui se penchait sur les cas de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière, députés sortants non reconduits par la direction de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. La question va aussi se poser à Paris où l'ancienne syndicaliste CGT Céline Verzelletta annonce elle annonce saisir la justice contre la députée sortante Danielle Simonet. Elle aussi se revendique, Danielle Simonet, du Nouveau Front Populaire, mais sans avoir été officiellement choisie par la direction de la France Insoumise. Et on y reviendra bien entendu dans un instant. Merci beaucoup Félix Mathieu. Les législatives à gauche, quelques tensions commencent à poindre. À 7 jours du premier tour, François Hollande invite Jean-Luc Mélenchon à se taire s'il veut rendre service au Nouveau Front Populaire. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas le mariage de la carpe et du lapin? Imaginez-vous un gouvernement qui irait de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon. Et à cette question, les partis du Nouveau Front Populaire peuvent-ils gouverner ensemble? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Nicolas Corato est avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas Corato. Petite question avant cette pub, vous avez l'habitude, est-ce que finalement le Nouveau Front Populaire est la NUPES avec un nouveau nom? Non, il y a un siècle entre ces deux acronymes. Il y a 2 ans qui nous séparent de la NUPES, mais en 2 ans, il s'est passé quelque chose de fondamental dans ce pays, c'est l'acte de dissolution et la menace de l'arrivée réelle au pouvoir du Rassemblement national. Et donc non, le Front Populaire n'a plus rien à voir avec la NUPES, n'en déplaise à certains. On en parle dans un instant. 0826 300 300, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger ce soir, avec Elisabeth Lévy et Marlène Schiappa qui a eu la gentillesse de venir ce soir, ancienne ministre, et surtout dans le cadre de ce livre Scandale, sorti le 19 juin dernier aux éditions Fayard. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Pour comprendre ce livre et pour en débattre avec nos vraies voix. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Jean-Luc Mélenchon serait-il en train de fragiliser l'alliance de gauche? Ça sera évidemment pas lui, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord de gagner des élections. Là, quand il y a autant de rejets, quand il y a même plus de rejets sur Jean-Luc Mélenchon que sur Le Pen ou Bardella, il y a un moment, il faut avoir conscience quel est l'intérêt général. Aujourd'hui, s'il veut rendre service au Nouveau Front Populaire, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise. Il est devenu une personnalité extrêmement clivante. Cette gauche humaniste et pro-européenne qui croit dans les vertus de la vérité. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui me demande de me taire. D'un débat public apaisé, mais dans des transformations profondes. Je vois à votre réaction que la popularité n'est pas du côté qu'il croit. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Allez, passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Le leader de la France Insoumise devrait se taire s'il veut rendre service au Nouveau Front Populaire, a affirmé l'ancien président ce week-end. Alors parlons vrai, est-ce que vous pensez que cette union est une union programmatique ou pour sauver des postes? La lutte des classes ou la lutte des places? Est-ce que ce programme peut être appliqué sans se heurter aux réalités économiques? Et à cette question, les partis du Nouveau Front Populaire peuvent-ils gouverner ensemble? Vous dites non désormais à 90%. Vous voulez réagir? Attends vos appels au 0826 300 300. Et c'est Nicolas Corato qui est avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nicolas Corato. Philippe Bilger. Je suis, et encore une fois, Nicolas, pardon de faire dans la psychologie, hein, j'en suis navré. Comme ça vous permet d'exprimer un savoir. C'est la dernière chose qui vous reste, Philippe. Oui, mais mon Dieu, elle est universelle. Mais plus sérieusement, je suis frappé d'abord par une similitude entre le président de la République et Jean-Luc Mélenchon. Le premier est incapable de se taire, même pour favoriser sa propre cause, et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, jouant à dessein le troublion, fait tout ce qu'il peut
en s'exprimant pour rendre le nouveau Front populaire encore plus dangereux qu'il n'est. Mais au-delà de cela, vous avez totalement raison. Ce nouveau Front populaire n'a rien à voir avec la NUPES. C'est une tentative qui a été construite dans l'urgence pour répondre aux défis de l'extrême droite. On sait que l'extrême droite est là, la gauche et toutes ses tendances n'ont aucun mal à se réunir. Mais il me semble qu'elle pourra gouverner ensemble si elle arrivait aux affaires, mais les personnalités qui la composent rendront très difficile une sorte de pacification politique. Elisabeth Lévy. Alors moi, c'est pas que je pense pas qu'ils peuvent gouverner ensemble, je pense qu'ils peuvent pas gouverner tout court. Donc, si vous voulez, on aurait 83 à peu près 15 jours après 81 en quelque sorte. Le tournoi de la rigueur, en clair. Oui, non mais bon, donc je pense que leur programme est complètement délirant, qu'ils sont d'accord en plus sur des problèmes absolument essentiels. Ils n'ont pas la même logique, mais c'est pas... En revanche, bon, j'en parlerai tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure dans mon tour de table, mais il me semble que l'idée, si vous voulez, que des partis qui ne sont pas absolument les mêmes puissent gouverner ensemble, c'est peut-être une idée à laquelle on devrait s'habituer, les amis, parce que dans la mesure où nous n'avons pas deux partis qui peuvent alterner au pouvoir, si on ne construit pas des possibilités de coalition, on va avoir pas de gouvernement. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt sur à la fois leurs compétences et surtout le fait qu'en réalité, la seule chose qu'ils ont à proposer, c'est la menace de l'extrême droite. Moi, je ne crois pas que le RN est l'extrême droite, les Français non plus d'ailleurs, sinon ils n'auraient pas voté aussi massivement pour lui, et je pense que cette idée de brandir l'extrême droite pour pouvoir justifier tout et n'importe quoi, on entend n'importe quoi dans les manifs, que je vous dis que les vaches s'arrêteront probablement de produire du lait s'ils arrivent au pouvoir. Franchement, je veux dire, ils font ça depuis 30 ans. Et ils ont réussi à les amener à 32%. Donc, attendons la suite. 36 dans le rolling. Bon, pour l'instant, je m'en tiens. Permettez-moi de mentir aux urnes. Ouais. Marlène Schiappa. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que les Français disent depuis longtemps qu'ils veulent un renouvellement des responsables politiques. Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, ils se font des petits débats entre eux tranquilles depuis Mitterrand, quoi. Ils étaient déjà des responsables politiques sous François Mitterrand. Ils sont pas propriétaires du paysage et du débat politique. Donc l'un comme l'autre ferait mieux de se taire et de laisser ceux qui ont des vraies responsabilités. Parce que François Hollande, c'est pas son cas, sans offense envers l'ancien président de la République. Il est plus secrétaire général, je sais plus comment ça s'appelait. Il est premier fédéral, du PS. Premier secrétaire du PS. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est un candidat à la députation. Donc il n'est pas fondé non plus à décider qui parle ou pas. Et quand ils nous disent on va faire un consensus, ça me fait rire. Dans ces cas-là, s'il y a un consensus, présentez-nous votre Premier ministre. Là, il demande aux Français de faire un chèque en blanc, en fait. On vote, mais on ne sait pas si on aura Philippe Poutou à Matignon ou... C'est quand même le président... Par ailleurs, c'est quand même le président qui... nomme, au terme de la Constitution, le président nomme quelqu'un issu de la famille politique majoritaire. S'il forme un groupe il n'y a même pas écrit ça dans la Constitution. Effectivement, de fait, il doit nommer un Premier ministre qui ne prenne pas une motion de censure. Exactement. Voilà. Issu d'eux. Et donc, ce sera à eux de se mettre d'accord pour savoir qui il propose. Allez, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, qui a certainement des choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, peut-être que ce qui différencie le Front populaire de la NUPES, c'est que le Front populaire est né sous la pression de la population et de ce qu'on appelle largement le peuple de gauche. Je veux dire par là que le Front populaire n'est pas une création des appareils. Le Front populaire, c'est une pression qui a été exercée sur les partis. Oui, Elisabeth. Vous savez, tout comme ma chère Elisabeth, l'extrême droite existe encore et il faut aussi nommer des choses, même si ça ne marche pas. Je ne crois pas. Voilà. Nous sommes en désaccord sur ce point. Non, je finis, mais il y a une pression du peuple de gauche pour deux choses. D'abord, pour qu'il y ait une union très claire face à l'extrême droite, et deuxièmement, pour que les personnalités s'effacent. Et lorsque François Hollande rappelle à Jean-Luc Mélenchon qu'il faut qu'il se taise, il ne parle pas au nom de François Hollande, il parle au nom de tous ces gens qui, depuis la dissolution, se parlent à gauche, travaillent ensemble dans les comités de soutien des candidats, que ce soit des gens insoumis, des gens écolos, des gens PS, qui ont voté Glucksmann, qui ont voté Mélenchon, qui acceptent de se parler. Et qui acceptent de se parler parce que oui, c'est une tradition à gauche. Quand le péril de l'extrême droite montre son nez, la gauche s'unit. Ça ne veut pas dire que derrière, elle pourra gouverner aisément, qu'elle pourra surmonter ses divisions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un moment de réaction à gauche, et il n'y a rien d'autre que ça qui fait aujourd'hui la concentration de ceux
qui font campagne pour le Front populaire. Et c'est vrai que toutes les exercices médiatiques de ceux qui s'identifient comme des leaders passent très très mal auprès des militants et des sympathisants de gauche. Et c'est vrai qu'il y a un appel général à ce que tout le monde se taise à gauche pour laisser travailler le peuple de gauche qui travaille dans les familles, dans les réseaux, dans les associations, pour faire en sorte que l'inéluctable dans lequel nous a plongé le président de la République ne survienne pas. Dernière chose peut-être sur l'extrême droite, je voudrais revenir là-dessus. Monsieur Bardella a présenté son projet aujourd'hui. Je voudrais qu'Elisabeth Lévy me dise si Vichy avait mis en place le droit du sol. Alors je peux répondre là parce que quand même. Non mais cette façon de poser la question. Est-ce que Vichy a supprimé le droit du sol? Si vous me posez une question, laissez-moi finir, Elisabeth. Non, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Supprimer le droit du sol. Bon, maintenant je vais vous répondre. Est-ce que l'interdiction de poste dans les binationaux n'est pas une mesure que Vichy? Excusez-moi, mais vous jouez la montre pour pas que je puisse vous répondre, donc je vais vous répondre. Il faut que chacun. D'accord. Excusez-moi, mais je vais quand même vous répondre. Vous jouez la montre, vous posez une question avec un air grave pour qu'on puisse pas vous répondre. Alors, je vais vous dire la façon de poser une question. Est-ce que Vichy a fait ça? Donc, et ça par nature, parce que Vichy, par exemple, Vichy aurait voté n'importe quelle loi, si vous voulez, qui n'a rien à voir, et donc elle aurait été souillée. Pardon, non, je vous ai écouté maintenant. Je n'arrêterai pas de parler tant que vous ne me laisserez pas répondre. Je n'arrêterai pas de parler. Si vous voulez débattre, d'accord, ça veut dire que vous devez écouter ma réponse, qu'elle vous plaise ou pas. Donc, je vous réponds. Le fait que le droit du sol, comme vous le savez, car vous avez certainement lu Patrick Veil, n'est absolument pas, si vous voulez, le droit du sol n'est absolument pas inscrit ad vitam aeternam dans les constitutions françaises. Et je veux dire, le fait de donner ou pas la nationalité à quelqu'un parce qu'il est né dans un pays, je vous donne des 25 pays démocratiques qui ne pratiquent absolument pas le droit du sol. L'Allemagne, la Suisse. Non, l'Allemagne a réintroduit le droit du sol en 2000. Le Japon, l'Allemagne non mais écoutez, a introduit le droit du sol en 2000. Mais non mais écoutez, moi j'en ai assez de l'antipathisme. J'en ai assez. Non, je ne me laisserai plus empêcher de parler. Je suis navré. Cette technique n'est pas tolérable. Philippe Bilger. Nicolas, Marlène n'a pas. Moi j'ai quelque chose à dire là-dessus parce que moi je suis très sur le fond. Moi je suis très favorable au droit du sol, mais sur la forme, pardon, avec tout le respect pour vous, monsieur, je pense qu'il faut arrêter avec Vichy. En fait, je pense que quand on a dit pendant des mois aux gens que Bardella c'était Pétain, moi je vous disais, j'étais élue de la Sarthe, il y a personne à Marigny-Laillé qui me dit ah bon pardon c'est l'héritier de Pétain, du coup je vais pas voter pour lui. Donc non mais moi aussi je veux bien finir. Non mais moi aussi je veux bien finir comme Elisabeth. Il ne jamais laisser les gens parler. Attendez. Non est-ce que c'est compliqué d'être à l'extérieur? Non mais je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. C'est pour ça que je vous propose de juste terminer. J'en ai pas pour longtemps. Moi c'est pour ça qu'au soir de l'élection européenne, je disais qu'il faut arrêter de traiter les gens de fachos sans cesse, et ce soi-disant cordon sanitaire, ce fait de dire que l'ERN c'est les Waffen-SS, etc. Ça ne persuade pas les électeurs. On se fait plaisir entre nous, on se fait des références historiques et pourquoi pas, mais je pense que ça ne persuade pas un seul électeur. C'est pour ça que je pense qu'il faut parler concret du programme. Et moi, en revanche, je suis sur le fond favorable au droit du sol, mais je veux le défendre avec des exemples extrêmement concrets et d'aujourd'hui. Voilà. Et la fête des mères aussi, c'est Pétain, je vous signale. Donc on a qu'à la réponse de Nicolas Corato, si vous permettez. Je ne partage pas, mais je sais que c'est aujourd'hui la doxa de dire que surtout il ne faut plus ramener l'extrême droite à ce qu'elle était. C'est pas la doxa, je suis la seule à dire ça. Ni rappeler son histoire, et que même un président de la République a osé franchir le Rubicon en finalement réintroduisant une forme de mémoire. On peut parler aussi d'Aladier, des votes de la SFIO, c'est ridicule. De commémoration pour le maréchal Pétain. Donc la confusion qui explique aussi l'état dans lequel est notre pays aujourd'hui, je pense qu'on a une responsabilité collective sur cette confusion-là. Moi, je ne m'en exonère pas, mais je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer qu'en parlant plus de ces choses-là, elles disparaissent d'elles-mêmes. Je ne dis pas qu'il faille pas en parler, je dis qu'il ne faut pas faire de comparaison sensitionnelle. On peut parler aussi de Doriot, de Daladier, des votes de la SFIO, de ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, et de la. Et je pense que ça ne convainc personne, et qu'aujourd'hui, c'est comme si on disait que Fabien Roussel est responsable des morts dans les goulags. Ça ne convaincra pas les gens de ne pas voter pour lui. Et vous voyez, c'est ce nini qui est difficile à entendre de la part de quelqu'un. Non, mais pas du tout. J'ai jamais fait de nini. Non, mais ne me prêtez pas des positions que je n'ai pas. J'ai jamais fait de nini. C'est pas ce que je vous dis. J'ai lu avec beaucoup d'admiration un livre sur Gracchus Babeuf, écrit par un certain Jean-Marc Schiappa, qui vient juste d'obtenir le prix de l'Académie française. Formidable. Du prix de l'histoire. Qui dit tout d'ailleurs de la liquidation
Et ce qui est en train d'être liquidé aujourd'hui, c'est l'héritage de Gracchus Babeuf. Et c'est non, l'héritage. faites pas parler mon père à sa place comme argument contre moi. C'est extrêmement patriarcal et déplorable. Je conseille à nos auditeurs de lire cet excellent livre. Et je suis fière qu'il ait obtenu le prix de l'Académie française cette semaine. Allez, merci d'avoir cité. On n'entend plus rien là. Allez-y. Puisque j'ai compris que le seul défi aujourd'hui démocratique est le risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Est-ce que tout de même, en voyant le score qui est prévu pour l'extrême droite, la montée considérable de cette famille politique depuis 2017 à cause, de mon point de vue, d'une faiblesse régalienne absolue et d'autres éléments. Est-ce qu'au moins vous seriez prêt à admettre que la gauche et l'extrême gauche ont une responsabilité dans cette montée, notamment en ayant complètement confondu la contestation politique avec l'opprobre éthique, ce que peut-être vous venez de faire. Court parce qu'on part au 0826 300 300. Mon cher Philippe, si je peux répondre. Bien sûr, allez-y. Oui, vous avez raison, et moi j'assume, comme d'ailleurs la plupart des gens à gauche, une forme de responsabilité. Notamment la responsabilité peut-être la plus grave, à mon avis, à gauche, c'est pas tant ma diatribe qui vous importune, mais c'est normal, c'est vieux entre nous. Mais plutôt d'avoir laissé de côté dans nos politiques publiques le peuple, et parmi eux les plus exclus, les plus démunis que nous avons abandonnés en termes de politique publique. Mais ça n'est pas la gauche qui a été élue en 2017 pour faire barrage au Front National. Ça n'est pas la gauche qui a été réélue en 2022 en nous promettant que plus jamais Madame Le Pen ne serait au second tour. L'arrivée de l'extrême droite programmée au pouvoir, c'est le bilan d'abord d'un homme et de ceux qui l'ont accompagné. La gauche, elle prendra sa part dans le bilan. Elle prendra sa part et comme elle sait très bien le faire, elle se souhaitera en place publique, si vous le voulez, elle fera pénitence parce que c'est ça que vous attendez. C'est vraiment le camp du bien, c'est vraiment le camp du bien qui montre sa vertu au public. Excusez-moi. La gauche est le seul camp. Regardez, une difficulté, non. Attendez, non, on n'entend rien. Je veux dire, monsieur Coraton ne cesse de couper tout le monde. Il n'a pas fini. La gauche est le seul camp organisé dans cette élection législative. La majorité présidentielle a explosé, c'est M. Édouard Philippe qui l'a déclaré. Les LR ne sont plus que des atomes. Et Renaissance et Reconquête et le RN et Reconquête sont incapables de faire joute commune. Elisabeth. Je remarque quand même que effectivement ça peut donner des aigreurs. Moi j'ai la capacité à être sûr de soi en assénant les grandes vérités. Je constate en fait, c'est que là on vient d'avoir exactement. D'abord, la gauche a abandonné les classes populaires parce qu'elles étaient trop franchouillardes. Elles voulaient un peu de, effectivement, elles en avaient marre. Dieu droit du sol. Elles voulaient pouvoir choisir qui devient français, ça c'était très mal. Et maintenant, elle leur donne des leçons de maintien en disant comment vous allez faire basculer le pays dans l'extrême droite. Mais comme l'a dit Marlène Schiappa, au moins, vous pourriez vous interroger sur le fait que cette stratégie, depuis 30 ans, a fait quoi? Elle a fait monter, elle a rythmé, accompagné l'ascension du FN puis du RN de 5 à 31% des voix. Donc à un moment, au moins, il faut se poser des questions. Oui, et vous, Elisabeth, qu'avez-vous fait pour freiner ce mouvement? Mais moi, j'ai pas cherché à le freiner. Est-ce que votre positionnement politique depuis 15 ans a freiné le mouvement et l'ascension du Rassemblement national? Mais vous êtes extraordinaire, c'est votre combat. Moi, je pense qu'il y a d'autres combats. Non, mais c'est extraordinaire. Vous me demandez pourquoi j'ai pas mené votre combat. Mais moi, c'était pas le mien, je suis navré de vous le dire. Ils ne me font pas peur. Ah bah oui, vous pouvez dire comme ça, vous pouvez mettre dans le camp du mal, préparer la cellule. C'est franchement... Allez, on se calme, on se calme. C'est bon. Merci beaucoup, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Merci mille fois. Dans un instant, Romina, on n'a pas eu le temps de la prendre, mais on va la prendre pour le jeu. Je pense qu'elle va vous plier et tellement elle est énervée. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Moi, je dis qu'à ce moment de l'émission, il faudrait même plus dire les noms de famille, tellement vous devriez avoir honte, les vraies voix. Hein, parce que là, je vais dire que Philippe, je vais dire que Elisabeth et je vais dire que Marlène. Parce que comme ça va s'écharper dans tous les sens. Moi, j'ai gagné, non, c'est mon point.
répondu Non, d'abord. ça, il n'y a que Philippe Bilger qui fait Jamais on ça. va tricher devant Marlène. Bah ouais, Notre vous allez vous réputa- gêner peut-être. Ah, mais je vais me gêner. C'est-à-dire que devant nous, le reste du temps, il en a rien à faire. Alors, On peut faire des équipes ou. Non, c'est en c'est individuel. C'est chacun pour soi. C'est chacun sa peau. Et Dieu pour tous. Non, Et mais- tous les coups sont permis. Et surtout contre l'autre, c'est ça Ok, qui est ok. important. Romina, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, Romina, je vous propose d'envoyer le jingle, allez-y. Allons-y. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc vous connaissez le principe, vous répondez en premier, au bout de 5 secondes si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est des vraies voix qui répondent à votre place. Écoutez bien, Romina, c'est qui l'a dit? 2 points. Les forces républicaines commencent à droite avec les républicains qui n'ont pas suivi Éric Ciotti et s'arrêtent aux personnes qui ont voté Glucksmann et aux écologistes modérés. C'est une femme, Romina. C'est une femme. Un personnage très important. Je l'ai pas dit. Langoucha. Braun Pivet. Bonne réponse, Philippe Bilger. Moi, je lève le doigt. Non, Ah, faut pas le non, lever, alors là. Mais je peux vous donner la Bon, réponse. non, J'allais dire la même chose que vous. Mais genre, Non mais là, les bravos tombés à quoi assiste-t-elle? Mais à chaque fois, il quémande le demi-point en demandant la VAR et là, je vous donne 2 points. Je ne Merci, supporte cher pas Philippe. les arbitres tricheurs. Vous visez qui? Mais vous. allez les amis. Non, mais En fait, j'arrête de lever le Dès doigt. qu'il y a une Je jolie crie. fille qui passe dans le coin, Philippe sait plus comment il s'appelle. Et Allez, après, c'est Romina, voilà. c'était donc Yann C'est Braun à fait Pivet. vrai. Qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur le barrage anti-RN? Ce n'est pas un barrage qu'ils ont fait. C'est une autoroute pour le RN. C'est une femme et elle a été candidate à la présidentielle. Ségolène Royal. Non, Romina. Oui, c'est Ségolène Royal. Non. Non. C'est pas Pécresse. Non. Hidalgo. Non. Non. Valérie Pécresse. Non. Plus à gauche. Plus à gauche. Arlette Chez les Verts, qui a été candidate. Arlette Laguillette, Rousseau. Bonne réponse. Artaud. Non, Philippe Bilger l'a dit en premier. Depuis Nathalie que je lui ai dit qu'il Arthaud. trichait, il fait Et en plus, Comme quoi 5 points pour Philippe Bilger. Romina, ça va? Moi, je me ça va barre, hein. Ah, écoutez, je vous dis tout de suite, ça va pas du tout. Romina, écoutez Romina, bien. compte sur vous. Écoutez bien, Romina. C'est une question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a plus de président de la République dans ce pays. D'ailleurs, il n'y a plus de ministres non plus qui sont tous militants et qui font campagne. C'est une femme, encore une fois. Romina. Oh là, je l'ai pas. Marine Le Pen. Marine Non, Le Pen. oui, Non. non, presque. Marion. Bonne réponse de Philippe Bilger. dis Il a donc, dit en Vous premier. m'avez ouvert la voie, ma Philippe. chérie. Eh ben, filez-moi vos points alors. Allez, le prochain point, c'est pour Romina. Allez. Allez, qui c'est qui l'a dit à 2 points? Écoutez bien. Ces élections législatives ne sont pas un référendum pour ou contre le président. Et Romina. Alliot, Louis. Non. C'est un Macron. talent. Le Bonne président. réponse, Gabriel Attal. Gabriel Il est Attal. dans une forme. Wow. Ben, Attal, j'aime beaucoup. Hein. Ah, ça Ouais. me... Tiens, c'est vrai. Question. Oh, ça alors. C'est la journée des références. Ouais. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Écoutez Romina, Éric Zemmour plane au-dessus des nuages, mais il ne sait jamais coltiner la réalité du terrain. C'était ce matin Sur Sud Radio. sur Sud Radio. Romina. Alors, oui, Alliot, vous avez Bonne Voilà, réponse de Louis Romina. Alliot. Ah, d'accord. Qui marque Bravo. 3 points. C'est bien, ça veut dire qu'elle écoute la matinale Oui. de Patrick Qui Roger c'est et de Jean-Jacques Bourdin. Ouais, c'est Qui bien. c'est qui l'a dit à 2 points? Emmanuel Macron sortira changé de cette dissolution. Il a déjà changé. Il sait où il veut aller, où il veut emmener les Français. Romina. oui. Attendez. Elle est pas du camp présidentiel à la base. Ça y est. Romina. Non. Dati. Bonne réponse de Philippe Bilger qui engrange Mais 2 qu'est-ce points. qui se passe, Philippe Bilger? C'est hallucinant quand Ben, même. je sais pas. Et vous pourrez Philippe. me filer moi aussi les questions en avance la prochaine fois. Non, je tiens à faire savoir à Romina qu'elle est victime, comme nous, d'une odieuse tricherie. Qui c'est qui l'a dit à 1 point sur la lettre de Macron aux Français? Il ne se répète pas, il radote, qu'il se taise. Romina. C'est quelqu'un du C'est sud, quelqu'un mais de pas gauche. sud-ouest. Non. Non Non, C'est qui quelqu'un du était sud. avant RN. Avant RN. Langoucha, Et qui est quoi maintenant? qui est maire d'une grande ville.
Robert Ménard. Non. Robert Ménard, oui. Robert Ménard, effectivement. C'est un peu un qui est-ce géant. Est-ce qu'il a des lunettes? Oui. C'est ça qui est brun. Et j'attends avec impatience Retailleau. Question, mais on l'entend plus Retailleau, c'est pas où il est. Donc, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Si vous occupez un poste de direction élevé dans l'État et vous estimez que ce qui est proposé par le RN ou le Front de gauche ne correspond pas à vos convictions, vous avez toujours une possibilité, c'est de vous retirer et de démissionner. Romina. Quand même pas Bruno Le Maire. Si, bonne réponse de Romina. C'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Oui. Eh ben, très bien. Qui c'est qui l'a dit? Allez, à 2 points, Romina. La dernière. Je me sens proche de l'ancien PS et de l'actuel, mais pas de toutes les composantes du nouveau Front Populaire. C'est une ministre qui est originaire du Sud-Ouest, qui a été élue à Toulouse, maire adjointe. Oh là là, Nicole Belloubet. C'est Belloubet. Bonne réponse, Nicole Belloubet. Ministre de l'Éducation nationale. Encore pour combien de temps? Il faut quand même donner un point à Elisabeth Lévy. Vous êtes dégueulasse. Très mauvais gardé. Mais non, je vais rentrer chez moi en pleurant en disant j'ai tout perdu. Alors on en est où? Vite. Eh bien, écoutez, 12 points pour Philippe Bilger, 6 points pour Romina, 3 points pour Marlène et, désolé, la tête à Toto pour Elisabeth. Romina, merci d'avoir en tout cas été notre vraie voix du jour. On vous fait des très gros bisous. À très bientôt. Salut Romina. Au revoir Romina. Bye bye. Dans un instant, les tours de table de l'actu des vraies voix. De quoi parle-t-on avec vous? On va parler de la cité de la langue française. Avec vous, Elisabeth Lévy. Je vais poursuivre notre débat avec Nicolas Corato. D'ailleurs, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Pour le coup, je vais dire que recommencer. Enfin, je vais parler de la diabolisation et de la moralisation qui finalement ne servent à rien dans le combat politique. Et dans un instant, bien entendu, on en parlera du livre de Marlène Schiappa qui est avec nous aux éditions Fayard qui est sorti le 19 juin. Ça s'appelle Scandale. On va en parler, bien entendu. Les vraies voix jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous les commentez. Vous êtes là chez vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 19h pour nous accompagner avec Philippe David. Philippe Bilger est avec nous, avec Elisabeth Lévy et Marlène Schiappa pour ce livre qui s'appelle Scandale, sorti le 19 juin aux éditions Fayard. Dans un instant, Félix Mathieu, vous avez la parole avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on, Félix? De ce nouveau numéro vert qui vient d'ouvrir pour signaler les cas de maltraitance animale, le 3677. Et tout de suite, Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, même si ce soir, ce sera plutôt la serrure 3 points sur la porte d'entrée. Les programmes politiques se succèdent et parmi les propositions qui me mettent hors de moi, se trouve dans le programme du nouveau Front Populaire l'abrogation de la loi anti-squat, une loi votée en 2023 qui permet aux propriétaires de faire expulser des squatteurs plus facilement. Et comment peut-on soutenir les droits des squatteurs qui sont des hors-la-loi en les protégeant alors qu'ils mettent des propriétaires qui ne sont pas tous, loin s'en faut, des rentiers dans la difficulté. Des propriétaires qui sont spoliés illégalement et injustement par des gens qui ne payent pas et qui, dans nombre de cas, transforment en taudis un lieu qui pouvait être en parfait état avant d'avoir été squatté. Ces mêmes propriétaires qui, année après année de procédure, au cours desquelles ils devront faire payer frais d'avocat ou d'huissier, devront aussi dépenser des milliers d'euros pour tout remettre en état. Si vous ajoutez à cela la taxation des revenus de l'immobilier qui ponctionne une rentabilité déjà faible, vous vous direz qu'on voudrait dissuader les gens d'investir dans la pierre, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Après ça, vous comprendrez pourquoi tant la construction que l'immobilier vont mal, mais qu'ils ne vont pas tarder à passer de vie à trépas si on appliquait cette mesure. Ce serait amusant d'ailleurs de voir la réaction d'un de ceux qui ont pondu cette proposition devant leur logement ou leur résidence secondaire squattée, comme ça, juste pour rire. Philippe Bilger. Totalement d'accord avec vous, Philippe. C'est l'une des mesures aberrantes de ce programme. Elisabeth Lévy. Oui, d'autant plus, si vous voulez, c'est vraiment souvent les gens qui sont victimes de ces squats. Ce sont pas, si vous voulez, des gens qui ont plein de moyens, des résidences ailleurs. C'est vraiment, comme dit l'autre, la France qui marche sur la tête. C'est-à-dire personne ne comprend, en fait. Donc, bon. Il y a une inversion de la notion de droit chez une partie de l'extrême gauche. Moi, je vous rappelle, par exemple, que quand j'ai défendu la loi contre le harcèlement de rue, mes plus vifs opposants, c'était une partie de l'extrême gauche qui considérait qu'il y avait des droits et que finalement, c'était stigmatisant. Donc là, on parle de droits des squatteurs. Je trouve que c'est absolument lunaire. Donc les droits des délinquants sont plus importants que les droits des personnes qui sont victimes. On marche sur la tête.
Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Merci beaucoup Philippe David. Un numéro vert qui vient d'être ouvert pour pouvoir signaler le cas de maltraitance animale. Oui, le 3677, une ligne ouverte 7 jours sur 7 et toute l'année à partir d'aujourd'hui. Numéro vert à l'initiative du Conseil national de la protection animale. Bonsoir Loïc Dombreval. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, président du Conseil national de la protection animale, vétérinaire et ancien député. Alors pourquoi une nouvelle ligne téléphonique ? Concrètement, l'idée, par exemple, c'est de simplifier nos démarches si on a un voisin qui a un chien famélique chez lui et qu'on ne savait pas comment faire avant. Un voisin qui a un chien famélique ou des animaux quels qu'ils soient qui sont, semble-t-il, maltraités volontairement ou parfois par ignorance. En tout cas, cette ligne va permettre de simplifier les démarches, d'avoir un seul numéro de téléphone pour rentrer et signaler. Et puis, charge à nous ensuite de faire un bon travail de filtre et ensuite de régulation et d'orientation de ces gens qui savent souvent pas comment faire. Il y a qui de l'autre côté du fil ? Il y a des gens qui ont été sélectionnés, qui ont été formés et qui appliquent des procédures. Ces gens sont basés à Paris sur une plateforme téléphonique. Ils ont été, encore une fois, briefés, très formés. Et à la fin d'un appel qui doit être le plus court possible, on va les orienter vers les bons interlocuteurs en fonction de l'animal, du cas, de l'endroit, enfin de plein de paramètres qui sont intégrés dans les procédures. C'est une très bonne initiative, mais puis-je vous demander comment vous expliquez le fait que depuis quelque temps, le souci des animaux est devenu à ce point capital dans notre monde, alors que, et pardon pour la banalité, d'opposer la misère des humains au sort des animaux. Comment vous expliquez ça ? Alors oui, effectivement, moi je suis pas du genre à opposer ces sorts, mais je vais vous donner un exemple très concret pour répondre précisément à ce point-là. Il a été prouvé de façon très objective, quasiment scientifique, qu'il y avait un vrai lien entre les maltraitances et que, par exemple, les maltraitances faites aux animaux étaient précurseurs de maltraitances faites aux humains, et en particulier de violences intrafamiliales. Donc parfois, reconnaître et distinguer un maltraitant vis-à-vis d'un animal va permettre de comment dirais-je, l'écarter parfois de la femme ou des enfants qui va aussi maltraiter. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens sont de plus en plus seuls, vivent de plus en plus âgés, et qu'en particulier, pour ce qui concerne l'animal de compagnie, il a aujourd'hui un vrai rôle de compagnie, d'accompagnement, d'apaisement pour beaucoup de gens, et notamment âgés. Et c'est la société qui est ainsi faite, je n'y peux malheureusement rien. Elisabeth Lévy. Donc, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, je suis sensible, si vous voulez, au degré de civilité qui s'attache à la protection animale, à condition de pas, comme le dit Philippe, de pas les traiter comme des êtres humains. Mais ce qui me gêne un peu, c'est l'aspect délation qu'il y a dans ces numéros. Voilà. C'est-à-dire appeler pour dénoncer votre voisin, ça me plaît pas. Après, c'est vrai, Elisabeth, que quand vous voyez un cambriolage chez les voisins et des gens en combinaison noire qui se barrent avec la télé et les ordis, vous appelez en général la police. C'est vrai. Moi, je dis que quand vous entendez une femme qui crie, des enfants qui disent non, arrête, je t'en supplie, dans la maison d'à côté, là aussi, vous pouvez appeler la police. Si vous voyez quelqu'un battre un enfant, c'est vrai que vous appelez la police. Il y a un numéro qui est le 3919, c'est pas un numéro d'urgence, mais c'est un numéro d'écoute et d'orientation des témoins des victimes, bien sûr d'abord, mais aussi des témoins de victimes de violences intrafamiliales. Je pense que c'est aussi important d'appeler, ne serait-ce que parce que parfois on voudrait intervenir, mais on ne sait pas comment faire. Ou la personne peut être dangereuse, la personne peut être armée, ou simplement on ne sait pas quoi lui dire. On a besoin de parler, donc moi je trouve que c'est une initiative vraiment salutaire. En tout cas, toutes sortes de violences, qu'elles soient sur des humains ou sur des animaux, c'est bien d'avoir un numéro. Allez, ça s'appelle le 3677, ce nouveau numéro pour signaler les maltraitances animales qui est ouvert aujourd'hui. Merci beaucoup Loïc Dombreval d'avoir été avec nous, président du Conseil national de la protection animale, vétérinaire et ancien député. Dans un instant, le tour de table de l'actu des Vraies Voix avec gros succès, pardon. Non, mais c'est le gros succès de la Cité internationale de la langue française. Et avec vous, Marlène Schiappa, on parle de quoi ? De votre livre ? Et bah oui, de mon livre qui s'appelle Scandale. Exactement. Qui est sorti là cette semaine, qui était numéro 1 des ventes la semaine dernière. Je suis pas allée voir depuis. Bravo. Mais voilà, qui raconte l'histoire d'une ministre qui part à New York et qui rencontre un basketteur sous fond de complot politique. Comédie romantique avec des complots politiques comme décor et des voyages entre New York, Paris, le Pays Basque, tout ça. On va en parler. Voilà. Et Elisabeth Lévy. Moi, je vais piquer le livre de Marlène. Allez, on en parle dans un instant. Voilà. Allez, à tout de suite.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du jour de 19... Philippe Bilger. Je me prenais pour Finkielkraut. Bah oui, c'est ça. Mais heureusement, vous dites des choses qui sont pas... Bref. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Elisabeth Lévy, Marlène Schiappa pour ce livre Scandale sorti le 19 juin aux éditions Fayard. Et juste avant, on va vous offrir des cadeaux parce que nous, on est comme ça, on est des ouf dingos. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de partir assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour de l'aviron, 2 places pour le 2 août à 9h30 au centre nautique de Vers-sur-Marne. Et je rappelle, parce qu'on aime bien être un peu chauvin, que les Français ramènent toujours beaucoup de médailles en aviron lors des Jeux Olympiques, donc ça peut sentir la médaille tricolore à l'occasion. Alors je le rappelle, l'aviron, 2 places pour le 2 août à 9h30 au centre nautique de Vers-sur-Marne. Vous allez pouvoir partir effectivement avec quelqu'un et donner la possibilité à une personne en situation de handicap visuel de vous accompagner. Donc vous serez 3 et c'est ça qui est cool. Voilà, en plus on s'amuse et c'est solidaire. Sud Radio et le collectif handicap visuel. 0826 300 300. Marlène Schiappa, un chiffre entre 1 et 10. 7. 7e appel au standard. 0826 300 300 et bam, vous partez aux Jeux Olympiques. Allez, à tout de suite. Oh, dites, je vais envoyer une actualité. Vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et premier tour de table de l'actualité, direction Villers-Cotterêts dans l'Aisne avec vous, Philippe Bilger. Oui, lorsque le président de la République avait pris l'initiative de proposer la création de cette cité internationale de la langue française, beaucoup avaient renaclé, avaient dit que c'était inutile, et je le crains, moi le premier. Et en fait, elle a été créée. C'est un édifice très remarquable à Villers-Cotterêts et ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'il y a une affluence considérable, bien plus qu'on ne l'espérait, et cette alliance entre un dessein présidentiel et une municipalité RN qui a favorisé cette entreprise montre quitte à faire dans la naïveté ou le rêve, qu'on peut imaginer des alliances peu probables quand on raisonne de sang-froid. L'alliance a coûté une blinde absolue à l'État parce que c'est une rénovation qui a été extrêmement dispendieuse, qui a explosé ses budgets. C'est évidemment pas la mairie d'ailleurs qui a payé. Moi, juste là où... Et là où vous avez raison, c'est que ça prouve que les Français sont attachés à leur langue, qu'ils veulent pas qu'on la dénature avec je ne sais pas quel point médian, écriture inclusive. Je dis ça pour énerver Marlène Schiappa qu'elle me réponde. Je suis même pas favorable au point médian. À chaque fois, on me prend comme la féministe de service. Non, j'espérais. Mais même pas. Je suis toujours pas énervée. Dernière chose, quand j'avais entendu le nouveau président de cette institution, qui est évidemment de la bonne gauche, bien institutionnelle, etc. J'avais été assez effrayée par son discours, parce qu'en fait, tout son discours était tourné vers l'extérieur. En gros, il fallait que le français montrer que le français n'avait vraiment rien à voir avec ce pays affreux qui s'appelle la France. C'était la langue des Africains, la langue des Québécois, la langue de qui vous voulez, mais surtout, ne franchouillardisons pas le français. Alors ça m'avait un peu énervé, mais peut-être que finalement c'est bien. La langue française, c'est pas ringard, Marlène Schiappa. Contrairement à ce que disent les élites, le peuple aime la langue française, mais les élites la méprisent en général. Oui, en tout cas, c'est vrai que je sais que ça... Excusez-moi, si, alors là, les élites, c'est un peu global. Je vous en cite 80 cas. Alors moi, j'ai un tic de langage. D'abord, j'ai l'accent parisien un peu des faubourgs, un peu à la Arletty, d'une part, mais là, je la vois cassée. Et d'autre part, moi, j'ai des tics de langage. J'utilise beaucoup d'anglicismes. Et à chaque fois que j'utilise des anglicismes, vous pouvez être sûr que j'aurai des commentaires et des courriers de gens qui vont me dire il n'y a pas un mot français pour dire ça. Donc je comprends, et moi je trouve ça bien qu'il y ait un attachement à la langue française, mais la langue française elle évolue aussi avec le temps. Donc voilà, cette cité à Villers-Cotterêts va permettre de la promouvoir, de la défendre et peut-être de la voir évoluer aussi. Et pardon, je peux poser vite, Marlène, vous aviez envisagé une fondation qui... Alors je vous remercie de suivre mon actualité. J'ai créé une ONG effectivement qui s'appelle Active. Ça s'est fait Tout à fait, sur la réussite des femmes, et on crée justement, alors ça s'appelle Active, c'est français, mais
ont créé en anglais le Next Woman 40, qui est le classement. Vous pouvez répéter Next Woman 40 alors. Exactement. Alors, moi j'aime bien mélanger. En fait, c'est un clin d'œil à l'indice boursier du CAC 40 et du Next 40. Et l'idée, c'est de trouver les prochaines femmes patronnes du CAC 40. Parce que quand j'ai eu ma fille il y a 18 ans, quand j'étais enceinte, il n'y avait que 2 femmes patronnes du CAC 40. Aujourd'hui, elles sont que 3. Si on en prend une par génération, je vais être arrière-grand-mère avant qu'il y en ait 5 et on n'atteindra jamais la parité. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a plein de femmes dirigeantes hyper compétentes qui peuvent devenir patronnes du CAC 40. On veut les aider à réussir avec Active. Voilà. Et merci de suivre mon actualité. En tout cas, Philippe, j'ai qu'une bonne surprise ce soir. Vous avez eu la gentillesse de me répondre puisque j'avais évoqué l'oralité pour les femmes. Exactement. Elisabeth Lévy, sur votre sujet. Oui, alors pardon. En fait, c'est parti d'une réflexion que je me suis faite à moi-même, donc je m'inclus dans ce sujet, comme disait Je parle avec moi-même, je fais des réunions avec moi-même. Sur le fait que l'antisémitisme est devenu un thème absolu de campagne, que dès qu'on parle de la gauche, on a un peu tendance, si vous voulez, dès qu'on parle du Front Populaire ou dès qu'on parle de LFI, on a tendance à en parler immédiatement. Et à un moment, évidemment, ça existe. D'abord, je pense que ça n'est pas bien de dire que LFI est un parti antisémite, parce que si c'était le cas, il faudrait demander son interdiction. De dire qu'il y a chez LFI des gens qui flirtent avec l'antisémitisme, des gens qui encouragent l'antisémitisme, des gens qui font le jeu de l'antisémitisme me paraîtrait plus juste. Mais surtout, on en a parlé tout à l'heure, je ne suis pas sûr, si vous voulez, une fois qu'on l'a dit, je ne suis pas du tout pour le cacher, une fois qu'on l'a dit, je pense qu'il faut mener le débat politique sur autre chose que sur des injonctions morales. C'est-à-dire dire à des gens, c'est pas bien d'être antisémite, ça les empêchera pas de l'être, parce que de toute façon, ils ne pensent pas qu'ils le sont. Donc, une fois qu'on a dit, qu'on a pointé les choses, rappelé des déclarations, etc., je pense qu'il y a un moment, il faut faire attention, il faut être... c'est-à-dire ne pas refaire avec la gauche, si vous voulez, ce que eux ont fait avec le Rassemblement National ou avec la droite, être tout le temps dans les fréquentations, c'était l'homme qui a vu la cousine de Le Pen. Mais c'est la réponse du berger à la bergère. Franchi le Rubicon, vous avez pas... Oui, mais si tu veux, c'était crétin d'un côté, ça allait de l'autre côté aussi. On peut pas défendre la moraline d'un côté et pas de l'autre. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut faire attention, même si par ailleurs, je pense pour moi qu'il y a plus de danger d'un côté que de l'autre, mais il faut pas abuser, disons, de ces thématiques, je pense. Voilà. Vous avez parfaitement raison, Elisabeth, et rien ne m'apparaît plus grave à rebours que de prétendre par idéologie que l'antisémitisme de gauche n'est pas grave, qu'il est conjoncturel, alors que celui de l'extrême droite serait structurel, historique et indéracinable. C'est ce que j'ai écrit dans Le Monde la semaine dernière. Voilà, oui, bien sûr, mais c'est pas du tout ce que je pense. Je dis juste, mais évidemment, vous avez raison. C'était cette chronique dans Le Monde vaut le coup d'être lue. Hein. Qui a été écrite par Ariane et Vincent Lemire. Oui. Moi, je me réjouis qu'on pointe et qu'on dénonce l'antisémitisme parce que ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, j'ai créé un groupe avec 80 personnalités corses engagées contre l'antisémitisme, puisque la Corse était île des Justes pendant... Exactement, merci. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je veux rappeler quand même que l'antisémitisme a tué en France. On a parlé récemment, reparlé dans le débat d'Ilan Halimi, mais il est tué par une idéologie antisémite et par évidemment de la bêtise, mais parce qu'on considère que comme il est juif, on va le kidnapper, demander une rançon et son entourage va se cotiser. Cette pauvre petite fille qui a été violée dans des conditions manifestement extrêmement antisémites, à qui on demande de l'argent également, moi en tant que maman, ça me tord le cœur d'imaginer ce qu'a vécu cette petite fille de 12 ans sur la base d'une idéologie antisémite qui avait en plus dissimulé manifestement qu'elle était juive pour pas être ennuyée et stigmatisée par son petit copain. Enfin, honnêtement, je disais qu'on faisait trop de rappels historiques, mais là, je pense qu'on peut se dire que l'histoire doit nous apprendre quelque chose. Et en parlant d'histoire, on va en parler dans quelques instants. Elle s'appelle Jasmine, elle est dans un voyage diplomatique et puis elle rencontre une star du basket et tout le couvert, bien entendu, d'une campagne présidentielle imminente. C'est l'histoire de mon livre. Ah, mais c'est incroyable. Ça. C'est fou, ça s'appelle Scandale. Marianne Schiappa suit donc. Et avec nous, dans un instant, ce sera son tour de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy avec Philippe David. On est très content et très heureux d'accueillir Marlène Schiappa qui est avec nous. Le tour de table de l'actu, et ça tombe bien puisqu'il y a une actu entre autres chez Marlène Schiappa. C'est un livre qui vient de sortir. Il s'appelle Scandale. C'était le 19 juin aux éditions Fayard avec forcément une histoire qui ressemble à éventuellement, je ne sais pas.
Voilà, je vous laisse nous parler de ce joli livre. C'est une romance, voilà, le style, c'est une comédie romantique avec une femme qui est ministre de l'Intérieur et qui part aux États-Unis, à New York. Et là-bas, elle rencontre par hasard un basketteur star de la NBA. Il tombe amoureux, mais elle se demande si c'est pas un peu trop beau pour être vrai. Et en même temps, elle a un gros rival au gouvernement qui est un ministre qui s'appelle Arthur, qui lui fait plein de coups tordus, plein de pots de banane. Et donc, elle se demande si ces deux événements sont liés. Donc, il y a des scènes un peu pimentées. Je vous cacherai pas que le livre est un peu olé olé. C'est un livre de l'été. Et enfin, une féministe non puritaine. Voilà. Ça fait du bien. C'est sympa aussi. C'est quelle page? Voilà, c'est beaucoup de pages. Et je me suis dit que c'était bien pour l'été d'avoir un mélange, voilà, de complot politique à déjouer, d'enquête un petit peu. Et en même temps, on tombe amoureux, on voyage. On a des personnages secondaires avec les parents. Elle a un père militant indépendantiste basque très très à gauche alors qu'elle est ministre de l'Intérieur, une mère accro à la chirurgie esthétique, donc ça fait des dialogues un peu épiques et je l'espère rigolos. Vous parlez de coups tordus, de peau de banane, est-ce que c'est pas aller un peu loin dans la fiction sur la politique? Non, je pense que j'allais dire que j'ai adouci, je sais pas, mais non, j'ai voulu expliquer justement les coulisses de la politique et y compris médiatique, parce qu'on apprend au début que son ex est un présentateur star des matinales politiques et que du coup il la défonce dans ses éditos pour cette raison, mais qu'elle peut pas signaler à l'Arcom, allô, il me défonce parce que c'est mon ex. Donc ça dévoile un petit peu les coulisses médiatico-politiques. Elisabeth Est-ce que Lévy. vous avez un petit regret de ne pas avoir été place Beauvau? Je vous aurais bien vu, ministre de l'Intérieur. C'est gentil. J'ai été place Beauvau 2 ans et demi. J'étais ministre déléguée de l'Intérieur. Non, mais vous savez, c'est un ministère extrêmement dur et c'est pour ça que ça m'a inspirée aussi, parce que moi, j'ai énormément de respect pour les policiers, les gendarmes, les pompiers, la sécurité civile, tous les gens qui sont au ministère de l'Intérieur. C'est un ministère dur. Vous êtes confrontés aux crises, aux drames, à la mort, et c'est extrêmement difficile. Et je voulais aussi dire que humainement, c'est pas que facile d'être ministre. C'est pas que des plateaux télévision. C'est aussi, je pleure pas sur le sort des ministres, mais il y a aussi des responsabilités, des décisions à prendre, et vous êtes parfois très seul finalement face à ce pouvoir. Je sais que vous avez toujours beaucoup écrit, Marlène, et ça a toujours été une vraie passion, l'écriture. Moi, j'adore écrire. Je ne fais pas de jogging, comme vous pouvez le constater. Je ne fais pas de sport. Je ne fais pas non plus de jardinage. No sport. Voilà. Les plantes meurent chez moi. Je ne passe pas de temps à jardiner parce que j'essaie de planter des radis dernièrement. Ça pousse pas mal. Mais il y a un numéro maintenant pour les gens qui torturent les radis. Voilà, donc oui, j'adore écrire. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. J'ai commencé l'été dernier et vraiment, on l'a bien fignolé avec les éditeurs pour que ce soit plaisant et qu'on ait envie de tourner les pages et de suivre cette ministre dans ses aventures. Il y a des portraits à clé. Bien sûr. Il y a des petits clins d'yeux, il y a des petits messages, il y a des petites punchlines. Les gens qui suivent l'actualité politique retrouveront des mots et pourront remettre les pièces du puzzle. Dites-nous qui est Arthur. Ça. Lisez, Elisabeth, je serais très curieuse d'avoir votre avis. Avec joie. Les scènes de sexe, puisque vous nous en avez parlé, c'est difficile, c'est quand même difficile, non, à écrire? Non, mais moi, vous savez, j'ai écrit, je le dis, ça a été dit, j'ai écrit beaucoup de livres érotiques sous pseudonyme, j'ai fait des romans. Oui, mais alors que, c'est pas très grave, hein, j'ai pas torturé des chatons non plus. Et je pense que ça doit être justement un sujet qui n'est pas interdit aux femmes. Mais ça vous fait pas peur justement de voir le puritanisme monter, notamment chez les féministes? Elle a raconté ma vie sexuelle, c'est tout. C'est ce que je dis. Non, au contraire, j'adore. Moi, quand j'ai fait la une de Playboy, j'aimais bien. Ça m'a fait rire de voir les dames patronesses pousser des cris d'Offray. Vous l'avez vu, vous avez eu la gentillesse de me défendre, chère Elisabeth. Je vous en remercie. Vous avez même interviewé, on avait fait Chiappa la chipiste. Voilà, j'ai fait la couve de causeur juste après la couve de Playboy. Alors là, je peux vous dire, ceux qui criaient pour Playboy, ils me criaient 2 fois plus pour Causeur. Mais c'est marrant de faire la une de Playboy, surtout qu'elle était très convenable. Oui, mais je pense que les femmes sont pas que des objets de désir ou de non-désir, elles doivent aussi pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. Et je pense que c'est extrêmement un message féministe en fait de liberté, de dire qu'on peut aussi désirer des hommes, vouloir avoir des orgasmes, avoir une vie heureuse, épanouie et en toute liberté. Calmez-vous, Philippe David. Calmez-vous, tout va bien se passer. Tout va bien. Tu fais des gestes. Je n'ai jamais vu Philippe David autant concentré sur une conversation. Non, mais je pense que c'est un message politique. C'est un message politique sur la liberté des femmes. Voilà, il y a des pays en Iran, en Afghanistan, il y a des pays où on vous lapide pour adultère, où on vous coupe la main et où on vous empêche de montrer vos cheveux. La liberté des femmes, ça fait aussi partie de l'identité française. Donc je pense qu'il faut la défendre. Et bien justement, je pense moi que c'est ce que les féministes d'aujourd'hui, elles s'en foutent de la liberté en général et de celle des femmes en particulier. Elles sont tellement obsédées par l'égalité qui est pour l'identité
identité qu'elles ont complètement oublié la liberté. Moi, c'est pour non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai toujours bien aimé pour ça. Bah, merci. Je ne sais pas, Marlène, si on est prêt pour un second départ. Si on est prêt pour une adaptation au cinéma. Bah, il y a des propositions, donc on est en train de regarder et ça me ferait très plaisir. Les Philippe, vous restez avec nous, on va vous jeter 2 seaux d'eau, ça va vous calmer. Allez. Donc on est prêt à prendre des rôles dans le film avec Philippe Bilger. Avec grand plaisir. Calmez-vous. En tout cas, ça s'appelle Scandale. Vous les connaissez pas, arrêtez. Ça s'appelle Scandale. C'est chez Fayard, bien entendu. Pour l'instant, ça fait un carton et on est content pour vous, Marlène Schiappa. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours et on vous remercie pour votre fidélité puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je rappelle quand même que sur le mois de juin, vous avez été plus de 5 millions à nous écouter sur les différentes plateformes et ça c'est énorme. On vous remercie beaucoup. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, Elisabeth Lévy, Marlène Schiappa pour son livre Scandale, sorti en juin dernier, enfin le 19 juin aux éditions Fayard que je vous incite à acheter et à lire sur la plage parce que vous ne serez pas les seuls, je vous le dis tout de suite. Et si vous ne l'avez pas lu, ça va faire chialer dans les chaumières. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Respect. Je dissous donc l'Assemblée nationale. C'est une dissolution. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation. C'est juste une dissolution. C'est une trahison aussi parce qu'on le sait bien, on le voit bien, l'extrême droite a gagné des parts dans l'opinion publique. Il y a juste plus d'opposition. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Juste une dissolution. Je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus, parce que j'aurai eu la légitimité démocratique pour la mettre en œuvre. Juste une dissolution. Vive la France fière! Vive la France! Et Jordan Bardella a livré ce matin les grands axes du programme du Rassemblement national s'il arrive au pouvoir, notamment sur les questions de la double nationalité, de l'immigration, des retraites et de la fiscalité, Philippe. Et alors parlons vrai, ce programme est-il pour vous meilleur ou pire que ceux de la majorité présidentielle et du nouveau front populaire? Je vais y arriver. Pas facile à dire. Oui, est-ce le retour en plus souverainiste du programme de Sarkozy en 2007 avec le retour des peines planchées et en 2012 avec la réforme du collège unique? Et à cette question, êtes-vous convaincu par les propositions de Jordan Bardella pour le Rassemblement national? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Luc Rouban est avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger, et après Marlène. D'abord, il est intéressant de voir que, sentant venir le vent mauvais sur le fait que le programme était raboté, qu'en réalité, Jordan Bardella avait peut-être peur de la responsabilité qui pourrait lui échoir, donc ils maintiennent le programme. Alors, dans le programme, il y a des choses très difficiles à mettre en œuvre et d'autres qui, sur le plan, par exemple, de l'autorité scolaire, semble assez facile à mettre en œuvre sur le plan opératoire, mais ce que je crains dans les mesures qui pourront être aisément mises en œuvre, c'est la résistance du corps professoral. Il est structurellement plutôt incliné vers la gauche, et j'ai très peur de cela, non seulement que la victoire du Front National suscite des troubles et des violences, une suspicion d'illégitimité malgré l'élection, mais d'autre part la résistance de tous les corps professionnels. Marlène Schiappa. En fait, moi ce qui m'interroge, c'est qu'on est en train de présenter les programmes comme si c'était vraiment l'élection d'un Premier ministre. Mais en fait, c'est pas une élection, c'est 577 élections dans 577 circonscriptions. Et vous avez remarqué peut-être que vous avez plein de députés qui commencent leur présentation en disant « Non mais moi je suis quelqu'un de libre,
Donc en fait, vous avez plein de députés qui vous expliquent qu'ils sont affiliés plus ou moins à tel groupe politique, mais en fait pas vraiment, et qui s'autorisent le droit de déroger à telle ou telle partie du programme. Donc en réalité, aucun programme n'est contractuel, et tout ce qu'il faudra, ce sera les alliances qui seront faites après le deuxième tour pour voir comment les groupes seront constitués. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, mais c'est quand même normal que des partis qui briguent le suffrage des électeurs présentent quand même un programme, même s'ils ont dû le mouliner à la hâte, compte tenu des circonstances. Pour aller dans le sens de Philippe, je dois dire, ça m'a beaucoup amusé de voir les journalistes, après avoir expliqué que le programme du RN, c'était vraiment la catastrophe qui arrivait, brailler parce qu'il revenait sur beaucoup d'éléments de son programme. Ça, c'était assez drôle. Moi, je pense qu'au contraire, il vaut mieux, surtout quand vous n'avez jamais été au pouvoir, si la première fois que vous arrivez, vous reniez le lendemain, franchement, c'est pas une bonne chose. Donc, je pense qu'il vaut mieux prévenir les électeurs. Alors bon, on n'a pas tellement le temps de parler de beaucoup de mesures. Je voulais juste, comme il y a Philippe, en profiter. Il me semble que toutes leurs mesures sur la justice, je suis assez pour ce qu'il propose. Simplement, je vous rappelle que les peines planchées, Nicolas Sarkozy l'avait fait, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, Philippe, est-ce que amener les magistrats à mettre en œuvre la politique pénale d'un gouvernement, est-ce que c'est possible, cher Philippe? Je vous pose juste sur celle-là parce que je pense qu'on n'a pas le temps de parler de tous les sujets. Donc, moi, je pense que c'est possible à partir du moment où les instances juridictionnelles, le Conseil constitutionnel, par exemple, n'entravera pas les mesures qui seront proposées. D'accord, mais les peines planchées. Mais est-ce que vous pouvez obliger les magistrats à les appliquer? C'est ça ma question. Non. Avec nous, Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, au Centre politique de Sciences Po, qui a écrit La vraie victoire du Rassemblement national. Luc Rouban, est-ce qu'on peut dire que ce programme, c'est encore un programme populiste ou un programme national conservateur ou conservateur libéral ? Oh, moi, je dirais que c'est un programme, oui, effectivement, conservateur-libéral. C'est en fait un programme qu'un gouvernement de droite de type sarkozien ou sarkozyste aurait pu proposer, avec quand même des éléments bien caractéristiques, disons, de l'extrême droite, c'est-à-dire revenir au droit du sol, abandonner le droit du sol et aller vers le droit du sang. Mais ça fait partie des propositions qui ne seront pas possibles de mettre en œuvre sans modifier la Constitution. Et là, c'est un vrai problème pour le RN parce que il suffit pas d'occuper Matignon, il faudra occuper surtout l'Élysée. Et ça, ils le savent très bien. Donc, on a un peu l'impression que c'est effectivement un programme raboté, un programme minimum, avec des mesures d'urgence, mais qui effectivement sont plutôt des mesures de type réglementaire ou législative, mais qui posent quand même des questions effectivement de mise en œuvre, parce que tout ça a l'air bien simple, mais dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Par exemple, on nous dit dans le programme, on va faire une filière photovoltaïque pour l'énergie électrique qui sera protégée au niveau de l'Union européenne. Bah oui, mais il faut que l'Union européenne accepte aussi de faire du protectionnisme à ses frontières. C'est pas gagné. Bon, il faudra faire aussi une conférence sociale pour revaloriser les salaires. Bah oui, mais enfin, il va falloir s'entendre avec les syndicats. Et alors là, ça va pas être facile du tout. Il va falloir aussi, quand même, alors effectivement, on a tous les projets de modification de fonds, mais qui vont dépendre des initiatives référendaires du président de la République, qui, à mon avis, va s'empresser surtout de ne pas les prendre. Donc, on a quand même un programme, disons, minimum, dont certains éléments, d'ailleurs, manquent. Enfin bon, il y a quand même des éléments essentiels qui n'apparaissent pas dans ce programme, qui quand même concernent directement, je pense, la relation de confiance que les électeurs ont avec un gouvernement, quel qu'il soit. Par exemple, il n'y a rien sur la moralisation de la vie publique. Par exemple, sur le fait que, par exemple, on puisse maintenant arrêter de recruter, de nommer des ministres qui sont, par exemple, mis en examen ou qui ont des problèmes avec la justice. Ou par exemple, on aurait pu aussi évoquer le problème du pantouflage des hauts fonctionnaires qui alternent public et privé, ce qui crée quand même toujours un soupçon de conflit d'intérêts, à tort ou à raison, mais ça jette un discrédit sur l'action de l'État. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose sur la laïcité non plus, il n'y a rien sur la laïcité. Donc il y a quand même des trous, et quand même un peu inquiétant. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un programme qui est assez courageux, encore une fois ? Disons que c'est une application à minima du programme du RN qu'on pouvait deviner, parce que c'était pas toujours très clair il y a quelques mois, mais c'est quand même un minima. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le fond la situation est contrainte par l'élection présidentielle de 2027.
Voilà, le problème, à mon avis, il est là. Justement, Luc Rouban, le reproche que vous faites d'inachèvement de ce programme, en réalité, peut être battu en brèche par le fait que, comme vous l'avez dit, il y a un attelage Premier ministre et présidence de la République en 2027. Deux questions extrêmement rapides. Est-ce que ce programme ressemble véritablement, on l'évoque beaucoup, au programme du RPR des années 80? Première question. Deuxième question, est-ce que vous pensez vraiment que Jordan Bardella, comme il le prétend, pourra, s'il devient Premier ministre, modifier le rapport de force avec le président comme il l'affirme? Alors bon, ce sont deux questions importantes et je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment y répondre, mais je pense qu'effectivement sur le premier point, oui, ça ressemble beaucoup à des programmes du RPR des années 80, mais le contexte a beaucoup changé. Hein. Donc son application peut paraître quand même plus complexe et dans une situation beaucoup plus polarisée sur le plan politique, avec certainement des mouvements sociaux et des grèves et des blocages qui vont arriver. Donc ça va être très difficile à mettre en œuvre. Maintenant, sur le couple Premier ministre, Président de la République, dans le cas d'une cohabitation, il faut quand même être prudent. Pour l'instant, rien ne dit que le RN va avoir la majorité absolue. Non, mais je crois que Philippe parlait du couple pour 2027, je pense qu'il en parlait. Non, ah d'accord. Oui, avant 2027, il y a 2024. Vous avez raison. Et le problème, c'est que pour l'instant, on va plutôt, à mon avis, vers une majorité relative qui nécessitera donc une coalition gouvernementale, certainement avec les Républicains. Et là, effectivement, bon, sur le terrain, les électeurs LR et RN souvent partagent les mêmes valeurs, sauf qu'en termes de mise en œuvre gouvernementale, ça sera quand même plutôt une coalition. Donc une coalition un peu peut-être comme celle de Meloni en Italie. Enfin, on en parle beaucoup, mais c'est pas certain non plus. Après, le président de la République, alors après tout va dépendre aussi, comment dirais-je, de sa réponse, parce qu'il peut aussi très bien, alors tout dépend de lui, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aussi bien dire, ben voilà, moi j'ai un domaine réservé, par exemple l'international, mais ça c'est pas inscrit dans la Constitution, il est totalement libre, le président, de définir son champ d'action. Ou au contraire, laisser Jordan Bardella, si c'est lui ou un autre Premier ministre, définir une action. Par exemple, dans le programme, on nous parle de l'Ukraine, mais vous savez, la question de l'Ukraine, à mon avis, elle va se décider à l'Élysée, elle va pas se décider à Matignon. Elisabeth Lévy. Deux choses. La première, c'est que c'est quand même problématique. Je crois que beaucoup de Français qui votent pour le Rassemblement national, et s'ils lui donnent, au cas, ils donneraient une majorité à cette alliance avec les LR-ciotistes, comme on dit. Une des raisons, c'est qu'ils veulent que leur pays retrouve le contrôle de ses frontières, le contrôle de son immigration. Or, comme vous l'avez dit, si vous voulez, je ne suis pas sûr. Je pense que le risque, c'est surtout de montrer que les gouvernements de la France n'ont absolument pas le pouvoir aujourd'hui de recouvrer notre souveraineté. Ça, c'est la première. Et la deuxième, je voulais réagir à quelque chose que vous avez dit. Je suis pas du tout d'accord avec ce point, ce qui est la moralisation de la vie publique. Je pense vraiment, si vous voulez, que en fait, c'est vrai, c'est un peu démago. Ouais, alors les gens disent, ouais, ils s'en mettent plein les poches, ce qui est évidemment complètement faux. Si vous voulez, on fait pas de la politique pour gagner de l'argent. Mais surtout, je pense que si leur gouvernement était efficace, c'est-à-dire c'est l'impuissance qu'on reproche aux politiques. Et la dernière fois qu'on a voté une grande loi de moralisation de la vie publique, on a fait une mesure complètement stupide qui a été l'interdiction des députés maires, l'interdiction du cumul des mandats, dont tout le monde s'accorde maintenant à reconnaître que elle a été catastrophique. Donc si vous voulez, moi je pense que cette affaire de moralisation de la vie publique, en réalité, c'est un truc pour éditorialistes et journalistes, mais que c'est pas là-dessus que les gens votent. Pas du tout, parce que si vous voulez, quand vous regardez les enquêtes comparatives, c'est bien en France que les gens estiment que la classe politique est corrompue, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Donc le problème, c'est pas simplement la moralisation avec le cumul des mandats. Le vrai problème, c'est, si vous voulez, l'indifférenciation entre secteur public et secteur privé. C'est le fait d'aller chercher des cabinets consultants privés pour définir les politiques publiques.
C'est tout ce que porte le macronisme quand même depuis longtemps. Et c'est indifférenciation qui jette un discrédit sur l'action publique. C'est ça le fond de l'affaire. D'accord, je comprenais pas, j'avais pas compris cela de cette façon. Si vous voulez, le surveillage permanent des élus, est-ce qu'ils embauchent leur grand-mère, etc. Est-ce qu'ils payent le parking? Ça, c'est vraiment pénible. Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris de quoi. Et la loi sur le cumul des mandats, je pense que c'était vraiment une erreur. Luc Rouban. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais non, le fond de l'affaire, c'est, si vous voulez redéfinir l'autorité de l'État, il faut pas que cette autorité soit compromise par une influence des pouvoirs privés à tous les niveaux et surtout supérieurs. Voilà. Merci de cet éclaircissement. Luc Rouban, une question. Est-ce que si jamais Jordan Bardella était Premier ministre... Vous dites Jordan, vous. Il y en a qui disent Jordan, d'autres Jordan. Alors je ne sais pas comment on dit. Est-ce que vous imaginez plutôt une cohabitation Mitterrand-Chirac ou Mitterrand-Balladur, c'est-à-dire beaucoup plus soft dans le deuxième cas parce que Mitterrand ne pouvait pas se représenter? Écoutez, moi j'imagine rien du tout, parce que le problème c'est que toutes les cohabitations précédentes mettaient en présence des personnes qui avaient une culture de l'État très développée, qui connaissaient l'appareil d'État, qui avaient eu des expériences très importantes sur le plan politique et sur le plan professionnel à l'intérieur de l'État. Et là, ça sera très différent, parce qu'on va avoir un président de la République qui vient de l'Inspection Générale des Finances, qui est président, qui connaît aussi Bercy, et on va avoir, si c'est Jordan Bardella, quelqu'un qui n'a aucune expérience ni ministérielle, ni réellement politique au sens de permanent d'appareil, mais qui connaît pas le système de l'État. Et là, c'est un vrai problème. On sera plus dans l'entre-soi qui était celui entre Chirac et Mitterrand ou entre Jospin et Chirac, par exemple. Parce que Jospin et Chirac, ce sont deux énarques. Donc là, on n'est pas du tout là dans la même configuration. Et là, c'est vrai qu'on risque d'avoir quand même beaucoup plus de difficultés qu'autrefois, et on rentre dans une période de totale incertitude. Est-ce que vous pensez que Jordan Bardella est conscient de ce que vous dites là, justement de sa jeunesse, de son inexpérience, ou est-ce qu'il est dans la folie justement de ces audiences qui cartonnent? Non, mais je crois qu'il n'est pas du tout dans la folie. Je crois que, au contraire, et d'ailleurs, on voit bien qu'il a amendé son programme pour le rendre plus, plus acceptable, ou plus raisonnable, ou plus, ou pour élargir sa base électorale. Non, mais ça, c'est vrai que sur le fond, si vous voulez, la grande faiblesse du RN, et c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin des Républicains d'une manière ou d'une autre, c'est qu'ils n'ont pas de réseau au sein des élites. Ils n'ont pas de réseau dans le grand patronat, ou très peu. Ils n'ont pas de réseau dans la haute fonction publique. Et croyez-moi, aujourd'hui, pour faire tourner l'État, si vous ne connaissez pas la culture, le monde interne de la haute fonction publique, y compris avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, elle ne va pas disparaître. Donc les petits amis de la Commission européenne, ils vont dire, attendez, vos programmes, c'est bien, mais il va falloir discuter avec nous. Donc il va falloir des gens expérimentés, et c'est pour ça que je pense que l'hypothèse d'une coalition avec LR se précise de plus en plus, parce que LR va apporter justement ces ressources qui manquent au RN. Merci beaucoup Luc Rouban d'avoir été avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Et puis nous voulons faire un petit coucou à Philippe qui nous appelle d'Aveyron. Bonsoir Philippe. Oui, Philippe. Bonsoir à tous. Merci pour vos émissions qui sont dynamiques. Merci beaucoup mon cher Philippe, et on est très heureux de vous offrir ce magnifique cadeau puisque vous allez assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous allez aller assister à un très beau sport, c'est l'aviron, 2 places pour le 2 août à 9h30 au centre nautique de Vers-sur-Marne, et donner la possibilité à une personne en situation de handicap de vous accompagner en plus de la personne de votre choix, et ça c'est un beau cadeau. Bon, mais superbe, merci beaucoup. Et vous faites quoi dans la vie Philippe ? Je suis expert comptable. Magnifique. Vous êtes où dans l'Aveyron ? Je suis à Villefranche-de-Rouergue. Magnifique. Et en tout cas, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup Philippe de votre fidélité. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Et on se retrouve dans un instant par la citoyenneté avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. À tout de suite.